Horus, bonjour. Ah, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Foucault, le confrère journaliste, n'est plus à présenter en Afrique. Il a fait ses preuves sur la radio RFI. Il a plus de 30 ans d'expérience dans les médias. L'Afrique lui reconnaît quand même l'audace d'avoir dénoncé beaucoup de choses. C'est lui qui a interviewé presque tous les chefs d'État sur le continent africain. C'est lui qui a l'audace de se lever contre la France quand ce pays-là, pas la France, population, mais la France, l'élite, prenait, confisquait les richesses du pays. L'Afrique lui vaut cela quand même. Aujourd'hui, Alain Foucault, qui a pu réunir des Africains pour mettre en place ça, est vomi au Togo. Comment expliques-tu ce changement brutal de l'affection et de l'amour que des gens témoignaient, que les Togolais témoignaient jadis pour Alain Foucault, et aujourd'hui, c'est un homme décrié sur les toits? Alors, Monsieur Foucault, comme beaucoup de personnes, quelqu'un que je suivais moi-même sur les médias et que j'appréciais beaucoup parce qu'il faisait un travail d'archivage essentiel pour l'Afrique et notamment pour les générations futures. Et malheureusement, c'est un travail que l'on fait très peu. Je pense que le souci avec Monsieur Foucault, c'est d'avoir peut-être présumé de la toque d'activiste. Être activiste ne s'improvise pas. Les personnes que vous connaissez qui sont majeures dans l'activisme panafricain... C'est journaliste, c'est pas activiste. Non, mais quand il crée Mansa et qu'il sort de la toque de journaliste et qu'il maintenant il est dans la dénonciation, qu'il est dans un certain exercice, là il devient un activiste. Il devient un activiste. Et ça c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui se construit. Et donc, je pense que le ressentiment vient de ces présomptions. Je pense qu'il en a fait deux. La première, c'est la présomption de pouvoir passer de la toque de journaliste à celle d'activiste en un claquement de doigts. En pensant qu'en réunissant un certain nombre de cadres africains, il pourrait élaborer un genre de locomotive panafricaine et ainsi de suite. Alors que dans les fondamentaux, c'est pas exactement comme ça. En tout cas, j'ai eu l'occasion sur un certain nombre d'années de rencontrer des activistes panafricains. Je peux vous assurer que c'est pas ça. La deuxième chose, c'est d'avoir présumé du comportement du Togolais. Le Togolais, c'est quelqu'un d'introverti. Il faut faire attention. C'est quelqu'un de fin. Le Togolais est quelqu'un qui va observer, qui va voir. S'il ne connaît pas, il vous laisse le bénéfice du doute. Mais la bêtise est de présumer qu'il ne portera pas un avis critique dessus et qu'il vous suivra. Absolument pas. Nous sommes les enfants de personnes qui ont construit des familles avec parfois pas 10 000 francs dans la poche. Le Togolais, c'est pas quelqu'un, vous allez voir dans un bar empiler les bouteilles. Non, vous allez mentir, vous verrez pas. C'est quelqu'un qui est, et c'est connu en Afrique, c'est quelqu'un qui est studieux. Il écoute, il observe, il apprend. Il te laisse le bénéfice du doute parce qu'il sait que tôt ou tard, il saura si c'est vrai ou si c'est faux. Ton problème va commencer le jour où il va savoir où c'est faux. Parce qu'il va te montrer qui c'est. Tu veux dire que les Foucault, bien sûr que c'est pas encore là. Je te laisse développer, peut-être que je peux anticiper. Tu veux dire qu'il y a eu du faux sur le parcours d'Alain Foucault au Togo? Il va avoir un ressenti de faux si quelqu'un se présente comme panafricain, alors que nous sommes sur la terre d'un des premiers et d'un des plus illustres, Monsieur Olympio, et le fait de constater que vous n'êtes pas dans l'élan de grève du peuple.
On n'a pas l'impression que, voilà, vous êtes dans l'élitisme. Et pourtant, c'est le discours qu'il tient. Alain Foucault prône la liberté d'un peuple qui peut choisir librement ses dirigeants, un peuple qui se suffit à lui-même, un peuple qui est épanoui, qui est rassuré. Et c'est ce que le Togolais veut. Et c'est un discours qui tient sur le terrain ce discours, il est pas continental. Ce discours, il est pas exceptionnel, hein. Tous les hommes politiques africains vous promettront la liberté, la réussite économique et ainsi de suite. C'est pas exceptionnel. Alors, en quoi le discours de Alain Foucault ne rime pas avec le discours d'Olympio? Alors, Olympio était pour, si vous voulez, un respect de la déontologie. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a coûté la vie. Olympio était pour une forme de rigueur. Ça lui a coûté des inimitiés. Ça lui a coûté de durcir son pouvoir parce que le Togo obtient ses premières libertés en 58. Il a 2 ans pour régulariser et établir les choses. En 60, il a l'indépendance. Et en 60, l'indépendance, il suffit pas juste de la programmer et de la proclamer. Il faut aller sur le terrain de l'économie, de la monnaie, comment dirais-je, de la reconstruction des paradigmes, de l'organisation de l'État et ainsi de suite. En 60, je vous laisse imaginer. C'est pas grand. Vous voyez d'ailleurs son gouvernement et ainsi de suite. C'est pas grand chose. Et donc, Olympio, qui est à la base un chef d'entreprise, qui était un cadre d'une des plus grandes entreprises, il travaillait à Unilever, connaît l'exigence, la nécessité de rigueur. On le voit dans son discours, on le voit dans son positionnement, on le voit dans ses prises de position. La rigueur. Cette rigueur, comme je le disais, il fallait faire la monnaie togolaise, il fallait faire les premiers investissements, le port et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on n'était pas dans, si vous voulez, à peu près. On n'était pas dans l'à peu près, on n'était pas dans le populisme, on était vraiment dans une locomotive dynamique qui va clairement où elle va. Il aurait pu faire comme les autres, avoir de l'argent, se payer une armée, se payer des mercenaires, assurer sa sécurité, être un dictateur hyper violent. Non. Il s'est dit, je fais confiance à mon peuple, on laisse tout ce qui est, on laisse d'abord, on se consacre aux choses concrètes qui permettent de fonder un Togo fort et admirable. Et donc, le Togo s'est construit avec des personnes fortes et admirables. Dans chacune de nos familles, vous remontez à vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, la première des choses qu'on vous dira, c'est des personnes fières de ce qu'elles sont et fières de, comment dirais-je, pas de leur quotidien, mais de leur projection pour leur progéniture et leurs même petits-enfants. Ça s'observe quand on voit les commerçantes. Ça s'observe quand on voit un certain nombre de cadres. Encore aujourd'hui, nous, ceux qui sommes les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, quand on parle de ces gens-là, on le parle avec des étoiles dans les yeux parce que c'était des personnes de caractère. Et cette histoire-là, pour prétendre faire des choses au Togo, il faut la connaître. C'est là où Alain Foucault aurait fauté. C'est là où Alain Foucault aurait fauté parce que il faut connaître le ressenti des Togolais par rapport à un certain nombre de choses. Il ne faut pas présumer du silence et de la flexibilité des Togolais pour apposer quelque chose. Parce que ce n'est pas un peuple qui se laisse apposer quelque chose. Ils vont rien dire. Mais ils vont rien dire parce qu'ils ne le peuvent pas. Le jour où ils le pourront, où ils vont pouvoir réagir, ils vont le faire. Alors, Alain Foucault, sur le narratif panafricain, nous savons aujourd'hui que Alain Foucault sait pertinemment, puisque c'est lui qui a fait l'élément sur Archives d'Afrique, sur la transition qu'il y a eu entre le coup d'État, entre Olympio, qui sera renversé par Yadema, successivement en 67. Et quand Edma prend le pouvoir, on sait qu'Edma a renversé quand même Olympio. Si je suis ta logique, il se fait que un panafricaniste a été renversé par un dictateur, si je caricaturais ainsi, et que Alain Foucault présume assumer ses liens avec quelqu'un qui aurait renversé
un président légalement, légitimement élu. Mhm. Est-ce que cette clairvoyance-là lui a manqué de savoir que il était quand même, il baptisait sa renommée au Togo, Sud-Braise? Ah, alors là, il faut faire très attention. Je vais m'expliquer. Il faut que les gens comprennent que pour certaines personnes, certains dictateurs ont été panafricains. Par exemple, vous allez avoir des personnes qui vous diront Houphouët est un panafricain. Mobutu est un panafricain. Il y a des gens qui sont nostalgiques de Bokassa. On dit Bokassa, c'est un panafricain. Mais c'est au soir de Donc, leur vie qu'on voit ça, sûrement. Non, c'est au soir de leur vie, mais Monsieur Yadema n'est plus. Donc il y a des gens qui vous diront Yadema est un panafricain. On a des vidéos d'une intervention de Yadema devant Pompidou où il réclame la sortie du franc CFA. On a des discours de Yadema à l'époque du Parti unique où il est déjà dans le programme de lancement agricole, Dans les années investissement, 70-80. exactement, dans un certain nombre d'infrastructures, ainsi de suite, et tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné un certain nombre de sociétés étatiques à l'époque, la Sonacom, OPAT, ainsi de suite. Mais Et tout est-ce que ça. les Togolais Donc, voyaient Edema comme un panafricaniste, comme quelqu'un qui avait cette vision-là? Parce que non, c'est- la question par rapport à Foucault n'est pas comment les Togolais voient Eyadema. La question est de savoir comment Foucault, qui revendique la proximité avec la famille Gnassingbé, voit la personnalité d'Eyadema à travers ses actions. Il peut juger en fonction des actions et en fonction de la proximité que oui, Eyadema était panafricain. Il faut faire attention. Cela ne sera pas partagé par la population. Je rappelle que la population, pour répondre à ta question, la population togolaise est celle qui a déboulonné la statue de Yadema au Palais des Congrès dans les années 90. Donc si la population sort pour déboulonner une statue et qu'elle n'a pas été remise, c'est que on prend conscience que cette population-là n'adhérait pas. Ouais. Elle a peut-être adhéré à un moment, mais elle n'adhérait pas. Il y a eu peut-être des gens qui ont adhéré, mais à un moment, un certain nombre de personnes ont dit non, on n'adhère pas. Mais le discours d'Alain Foucault prenait au Togo, j'ai pas compris. Alain Foucault, son discours prenait au Togo, les Togolais l'aimaient très bien. Est-ce que les Togolais ont sous-entendu que bon, il aurait sa proximité avec Faure Gnassingbé peut éclipser un peu ses rapports avec Yadema, dont le statut a été déboulonné? Non, il faut faire attention. C'est-à-dire dans la trame de départ, c'est maintenant, c'est avec les dernières interventions qu'il réaffirme la proximité avec la famille Gnassingbé. Mais à la base, ce qu'on savait de M. Foucault, c'est je suis à RFI, j'ai pris certaines prises d'opposition, je me désolidarise de ma radio, et parce que je suis touché par les témoignages et mon parcours en tant qu'Africain dans un service français, je décide de monter comment dirais-je, une vaste cellule de réflexion avec un certain nombre de cadres africains afin que nous puissions relancer une dynamique africaine. À la base, c'est ça. Donc, à la base, c'est ça. Et ça marchait. Et ça marchait. Quand, par exemple, il vient, je pense à 2 février pour sa conférence à Lomé, ouais. Le point d'orgue n'est pas sa proximité avec le gouvernement. Absolument pas. Les gens viennent en, OK, Foucault est, si vous voulez, une alternative à ceux qui peuvent se retrouver brusqués par les positions peut-être d'un Kémy Séba très rigoureux ou d'une Nathalie Diambe très dénonciatrice ou je sais pas moi d'un Felwine Sarr un peu plus porté sur le développement beaucoup plus profond du continent, ainsi de suite. Donc mettons que si vous voulez, il se positionne en alternative. Donc là, jusque là, pas de souci. Le souci a débuté lors d'un certain nombre de comment dirais-je, un certain nombre de dires. Par exemple, quand il s'agit de parler de mandat présidentiel, s'il s'agit de parler de
gouvernance, qu'il s'agit de parler d'élections trop coûteuses, qu'il faudrait revoir d'une certaine manière, et ainsi de suite et tout ça. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec la réforme constitutionnelle qui aurait conduit à l'adoption d'un régime parlementaire au Togo. Il dit qu'il n'en a rien à voir et que c'est pas ses idées. Bon, il dit que ce n'est pas ses idées, mais malheureusement pour lui, un certain nombre de choses qu'il a dites, et même elles ont été mentionnées lors de la conférence parce que je m'en souviens, ont été reprises. C'est-à-dire pour les gens, le fait qu'ils défendent cette position-là correspondait dans les temps au moment où on s'évertuait à changer la constitution ici. Est-ce qu'il s'est fait piéger par le régime togolais? C'est très difficile à dire, mais je pense que là où il a été, je ne sais pas si je peux parler de naïveté, parce que je ne sais pas si effectivement il est impliqué ou pas, mais je pense que son positionnement a manqué d'explication intellectuelle, a manqué de pédagogie. Parce que, oui, le débat de la durée des mandats existe. Le débat du diktat existe. Oui, il y a effectivement des Africains qui estiment que on peut bénéficier d'un diktat éclairé et qui vont donner des exemples, notamment en Asie, ainsi de suite, qui ont été des exemples de réussite. Oui, le débat se pose parce que actuellement, quand on prend l'AES, on a le cas du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mais là où on n'explique pas, c'est qu'il s'agit de la projection et de l'idéologie du leader. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir et d'établir un diktat, parce que ça, l'Afrique l'a déjà connu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez cette problématique qui est abordée, les gens s'offusquent. Parce que nous sommes tout juste à 30 ans de la période dictatoriale. Donc, les personnes qui ont 30, 35 ans, 40, 45 ans, 50, 60, 55 ans, 60, 65 ans, ce sont des personnes qui ont connu les affres du parti unique, de la dictature, du népotisme, et ainsi de suite, et beaucoup n'en veulent plus. Et donc, quand vous prenez la parole en tant que panafricain, en griffe, et que vous dites aux gens, non, les élections actuelles, la démocratie à l'occidental ne marche pas, le mandat, ainsi de suite, il faut faire attention. Parce que la démocratie à l'occidental que l'on décrit n'a jamais été appliquée convenablement à l'Afrique. Et au Togo d'ailleurs. Si elle avait été appliquée convenablement, actuellement, on ne serait pas sur la sempiternelle question de comment les élections vont bien se passer. Encore au Togo aujourd'hui, malgré la cinquième République, on est encore dans le débat de est-ce qu'on va faire des élections clairvoyantes, des élections, convenablement organisées et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que le problème n'est pas là. Le problème est que dans les années 90, oui, les États africains ont dit on adopte la démocratie, et la plupart des États n'ont pas eu une démocratie convenablement appliquée. Donc on s'est retrouvé avec des politiciens véreux, avec de l'argent détourné, avec du népotisme et ainsi de suite. Donc revenir dire aux gens après qu'on n'ait pas convenablement appliqué la démocratie, qu'au fait qu'il faut un genre de diktat éclairé, qu'il faut faire sauter l'alimentation de mandat, tout ça, attention, c'est du vice. C'est du vice. Je pense que peut-être que Alain Foka s'est déconnecté de l'histoire politique togolaise. Peut-être qu'il n'a pas compris que il y a eu quand même une dictature qui a duré pendant beaucoup d'années. En 90, il y a eu une façon de changer les choses qui n'a pas marché, qui a démarré ce pouvoir en 2005, alors qu'il partait confiance est bienvenue. Peut-être qu'il n'a pas compris que le Togolais avait soif d'une alternance. Et peut-être que il a été victime de son ignorance avec ce discours-là qui vient contredire à peu près les aspirations directes des Togolais. Il faut être de très mauvaise foi pour débarquer au Togo et dire à un Togolais, même dans la rue, même le plus insignifiant, qu'on ne sait pas qui veut l'alternance. C'est fort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un pays fondamentalement
qui a toujours voulu l'alternance. La plupart de nos conflits viennent de là. Est-ce que Alain Foka était donc hypocrite? Alors, c'est une personne, je n'ose pas le mot, mais après, comme je dis, il faut être vraiment en déconnexion. C'est-à-dire, il faut bien comprendre. Le panafricanisme, il est pour les masses. Nos leaders panafricains étaient fondamentalement des gens qui sont proches des ruraux. Amical Cabral, il n'était pas en ville, hein, il était dans les campagnes. La plupart des leaders panafricains sont des personnes rurales. Même celles qui sont contestées comme Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il allait dans les champs de cacao. C'est pas 2 février, tout ça. Il faut quand était élitiste, quand même. Voilà. Donc, vous faites pas pour moi, panafricanisme et élitisme, non. Vous voulez faire votre conférence, la vraie conférence, vous prenez votre voiture, vous allez la faire à Mango. Vous allez dans le village, vous déposez, là, vous faites la conférence. Ou bien vous allez à Pagoуда, ou bien vous allez à Bassa. Là, vous faites la vraie conférence, vous rencontrez les personnes qui vous disent clairement en quoi votre panafricanisme peut être, comment dirais-je, pratique et pragmatique. Et c'est ce que l'on salue du côté du Burkina. Alors, et donc, pour terminer, c'est impossible. Si vous arrivez au Togo, je sais pas qui vous rencontrez, à moins que vous sortez pas de votre hôtel et que vous êtes, je sais pas qui au Togo vous allez descendre. Même en supposant que la personne soit, je sais pas moi, ait des liens avec une personne qui soit je connais pas la personne au Togo qui va dire qu'elle veut pas d'alternance. C'est pas possible. Les gens, fondamentalement dans ce pays, sont persuadés, comme je disais, le Togolais est studieux. Le Togolais, le paradigme, si vous voulez, africain qu'il y a sur le citoyen togolais, quel que soit là où il va, c'est le fait d'être studieux. Vous savez, en Afrique, on a des stéréotypes par rapport aux nationalités. On dit le Béninois est comme ça, le Camerounais est comme ça. Le Togolais, quand il sort de son pays, qu'il va à l'extérieur, la première des choses, c'est là où les gens disent, nous on a Drogba, on a Eto'o, on a quoi, tout ça. Le Togolais, lui, ce qu'il exporte là, c'est le fait que quand il arrive dans un pays, on dit, tu es Togolais? On dit, ah ok, ce sont les hommes studieux. Ah, ils sont sérieux. Mais sauf que dans le collectif, dans le super résumé un peu la pensée de Mansa, à la lecture du communiqué qu'ils ont pondu après que les Togolais les ont poussés à reporter leur conférence prévue sur le 26 juin, disait quand même que c'est un peuple, c'est quand même un groupuscule de personnes qui seraient peut-être influencées par l'extérieur. C'est un discours qui est tenu, même à peine voilé. Gilles Domtier a fait quand même un rapprochement entre les événements du 6 juin avec possible attentat ou bien attaque terroriste qui se déroulerait au nord. Est-ce que ce sont la même réalité? Est-ce que vous pensez que les Togolais sont manipulés par des mains étrangères comme c'est le cas dans les pays de l'AES? Là, par exemple, tu touches du doigt à l'erreur que M. Foka a faite. C'est un peu ça. C'est-à-dire, le problème, c'est quand vous venez au Togo et que vous voyez l'attitude des gens, parce qu'il faut faire attention, il faut faire la différence entre l'hospitalité togolaise et la pudibonderie togolaise qui veut que le Togolais n'aime pas qu'on voie sa nudité. Je sais pas si tu vois. Donc effectivement, lorsque tu viens, même quand le Togolais est dans sa case, lorsque tu viens chez lui, il va te faire le foufou, on va te mettre la natte, et donc pour toi, lui, il est heureux. Alors que lui, il est dans l'hospitalité. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il va cacher sa nudité. Il est pudibond. Et donc, présumer comment dirais-je, d'une manipulation des Togolais, c'est leur nier de la pertinence critique. C'est ça ce que c'est nier au Togolais que lui, il ne voit pas, il ne comprend pas. Il n'a pas le niveau intellectuel pour saisir les grands enjeux du moment. Et donc là, vous retombez exactement, très exactement dans ce qu'on a reproché au système colonial. Le fait d'infantiliser les gens. Ça, c'est un. Et deux, vous recommencez avec un autre cliché qui a amené la déstabilisation de la plupart de nos États. C'est
le complexe de supériorité des diasporas. Ça veut dire que, parce que vous avez fait, comment dirais-je, les grands médias, vous avez connu un certain nombre de personnes et tout ça, lorsque vous revenez sur le continent, fort de votre frustration, je peux le reconnaître parce qu'on est africain et qu'on voit un certain nombre de choses, vous présumez de l'incapacité de la vendeuse du marché, du menuisier, du taximan, de l'étudiant, du journaliste local, ainsi de suite, de pouvoir analyser son propre biotope pour pouvoir en tirer les conclusions, c'est-à-dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça, c'est dangereux. Parce que justement, lorsque vous venez avec un mouvement panafricain, comment dirais-je, de l'envergure de Mansa, mais justement, on s'attend à ce que vous rencontrez, que vous efforciez de rencontrer les populations. Moi, les groupes panaf que j'ai rencontrés étaient des groupes de terrain. Ce sont des gens qui allaient vers les jeunes, qui allaient vers les étudiants, et ils vont aller dans les populations, ils vont aller dans les villages, et ainsi de suite. Mais si vous restez dans un cadre élitiste, mais forcément, vous ne connaissez pas les réalités des populations. Vous pouvez pas, par exemple, c'est impossible, vous pouvez pas, par exemple, vous lever, aller à, je sais pas moi, l'hôpital de Tokoin, et dire, ouais, Togolais, c'est bon, c'est bien, bravo, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous lever et aller, je ne sais pas dans quel établissement, lycée Adido Gomé. S'il n'est pas victime de sa proximité avec Front, c'est parce que on ne peut pas marcher avec Front Yacine un gars qui est plutôt silencieux et critiquer ses œuvres. On ne peut pas assumer sa proximité avec un président en exercice et critiquer ses actions sur le terrain. Est-ce que c'est possible? Donc il n'y a pas de proximité. Si je suis ton ami et que je ne peux pas te parler franchement, je ne suis pas ton ami. Et donc, tu as un ami dont je dois me méfier. C'est-à-dire, la personne, ça n'a pas de logique. Donc pour toi, Alain Foka et Front Yacine Bey, est-ce que les Togolais les voient comme les mêmes personnes? Carrément. Je vais pas dire les mêmes personnes, mais si vous êtes ami, monsieur Front Yacine Bey, que vous présumez d'avoir, si vous voulez, un élan panafricain. On va faire sauter les frontières et on va mettre du développement en communion. Mais la première des choses, c'est que vous faites attention à ce que le peuple de votre ami, que votre ami gouverne, vous faites attention au ressenti de ce peuple. Donc vous allez au contact de ce peuple. Vous allez chercher les témoignages. Vous visitez les infrastructures. Et c'est d'autant plus violent que le Cameroun et le Togo ont une histoire commune. Oui. Une histoire, un processus qui va vers l'indépendance où un certain nombre d'intérêts s'entremêlent. Donc, c'est étonnant. Et encore, c'est un journaliste. Donc, c'est étonnant. Il faut aller demander les journalistes qui sont, comment dirais-je, il y a des journalistes qui peuvent être proches du pouvoir. Vous les questionnez. Les journalistes qui sont proches de l'opposition, vous les connaissez. Les ceux d'investigation, ils sont là. L'hôpital de Tokoin, il est à combien de kilomètres de la présidence ou de l'aéroport ou même de 2 février? De 2 février à Tokoin, c'est 2 balles. C'est 200 francs le Z. Tu prends le Z 200 francs, tu es à l'hôpital de Tokoin. Il y a personne qui va t'empêcher à rentrer dans Tokoin. Il veut vérifier le service des urgences de l'hôpital de Tokoin. C'est facile, vous prenez la moto, service urgence, vous allez à Tokoin. Parce que ça rejoint un peu ce que les Togolais disent. Donc, que Alain Foka n'est plus devenu journaliste au Togo, mais qui était devenu un homme d'affaires. Parce qu'on le voyait souvent dans les loges officielles, à chaque fois qu'il y a des événements assez grandioses au Togo. Quand le président Front Yacine Bey devait prêter sa main pour devenir plan du conseil, il était là. Sa proximité assumée. Est-ce qu'il a été victime de tout cela au point où on ne le voyait plus en journaliste, il ne réfléchissait plus journaliste? On est tous adultes et Monsieur Foucault a un certain âge. C'est un homme d'ailleurs qui peut nous mettre sûrement au monde. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Monsieur Front Yacine Bey, c'est Monsieur Front Yacine Bey avec son caractère et sa manière de penser. Le fait que vous arriviez au Togo et que vous soyez son ami ne vous empêche pas de voir ce que les Togolais vivent.
Qui a fait ça ici C'est déjà? c'est pas. Qui a pu contredire Faure Gnassingbé étant proche de lui? Qui a pu le contredire? Oui, De mais ses proches d'amis, des journalistes qui le côtoient, qui a fait? oui, mais comme je disais, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, donc on présume beaucoup de ce qu'il est. Mais fondamentalement, si je suis votre ami et que je ne peux pas vous dire ce que je pense, je ne suis pas votre ami. Ce n'est pas la peine que je sois votre ami. Peut-être qu'il le dit à police. Au Togo, au Togo, on a une terminologie pour ça, qui traîne dans les quartiers et bas quartiers, on appelle ça Pandjodj. Celui qui traîne avec vous, en espérant être, si vous voulez, un de vos proches, sans pour autant vous dire ce qu'il a sur le cœur, vous parlez de façon franche, courtoise, mais franche, c'est pas votre ami. Dans d'autres, on observe, c'est pour ça que je dis que le Togolais, quand il allume sa télé, il a 350 chaînes, 400 chaînes, sans compter le net et ainsi de suite. Et il voit, à travers l'écran, d'autres chefs d'État de la même couleur de peau, du même continent, qui s'asseyent avec des gens qui leur disent en face, Monsieur le chef d'État, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Sans aucun problème. Il n'y a pas ce discours au Togo. Il n'y a pas ce débat au Togo. Et les gens s'asseyent et disent, non, mais monsieur, je ne suis pas d'accord. Et le chef d'État dit, ok, d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je comprends. Mais voilà, que j'ai rencontré un chef d'État de la sous-région. Il rencontre les syndicats lui disent, mais nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que c'est son rôle de journaliste de venir s'inviter dans les affaires internes d'un pays comme cela, Alain Foka? Alors, mettons que moi, je suis pour la libre expression des gens. Je suis pour la libre expression des gens. Qu'il vienne au Togo et qu'il donne son avis. C'est un avis. Après, il faut vraiment savoir que quelqu'un se lève. Au Togo, il y a des Togolais qui vous diront, moi, je suis un soutien de Monsieur Faure Gnassingbé. C'est son avis. Ouais. Si lui, il y trouve son compte, c'est son avis. Donc, si Monsieur Foka arrive et dit, moi, je suis un proche de la famille Gnassingbé, j'ai de bons échanges, j'estime que son programme est viable, et ainsi de suite, ça, c'est son avis. Là où le souci commence, c'est que l'avis en question ne doit pas être imposé aux autres. Donc, il peut avoir son avis. Mais il y a l'avis des autres qui vont estimer, il y a quelqu'un qui va dire, oui, j'ai aimé ce qu'il a fait ici, j'ai pas aimé ce qu'il a fait là, ici, il aurait mieux fait. Il y a quelqu'un qui va dire, tout ça, c'était zéro. Il y a quelqu'un qui va dire, non, tout ça, là, je suis d'accord, je revote pour lui. Il n'a rien imposé. Et d'ailleurs, il n'a jamais évoqué le cas togolais. Il s'est jamais invité au débat togolais. Non, mais alors, comment je dis? Comme je dis, avoir un avis sur ce qui se passe au Togo, avoir une proximité avec le chef de l'État, comment dirais-je? Ce n'est pas forcément s'inviter dans le débat à condition qu'il soit vraiment effectif, que vous n'ayez pas participé à des prises de décision sur le pays. Et c'est là où les gens lui font un certain nombre de reproches, parce que les gens présument qu'à cause de ses prises de position, qu'à cause de sa proximité, qu'à cause de ses investissements au Togo par rapport à Mansa, qu'il a pu participer à un certain nombre de prises de décision. Alors, malgré ses moyens, malgré ses propos, c'est Alain Foka, c'est un monsieur qui sait très bien parler. Il a pu justifier, mais les Togolais n'arrivent toujours pas à faire confiance à ce panafricain-là. Aujourd'hui, on va terminer avec cette question. Qu'est-ce que Alain Foka peut faire pour renouer la confiance avec le Togolais, pour se faire accepter de nouveau, parce qu'il est voué, il est vomi sur les réseaux sociaux. Les gens ne voudront même plus voir Mansa au Togo. Peut-être que au vu de la sous-région, on peut taxer les Togolais d'être acquis à cause de la France, d'être des gens qui ne comprennent rien du tout. Mais toi, moi, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que Alain Foka peut faire quand même? Dans tous les cas, c'est un Africain. Il est toujours le bienvenu chez nous au Togo. Qu'est-ce qu'il peut faire pour renouer contact avec le Togolais, pour recréer l'ambiance, l'harmonie? Ça va être... ça va être de la communication, ça va être compliqué parce que
le problème n'est pas... Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé au Togo fait tache d'huile, parce que ce qui se passe au Togo est suivi de partout. Et donc, ce n'est pas la crédibilité de Monsieur Foucault envers les Togolais juste qui est remis en cause, c'est la crédibilité de Monsieur Foucault et du groupe Mansa vis-à-vis de toute la communauté africaine, en tout cas celle qui s'intéresse au panafricanisme. C'est là où se situe la chose. C'est qu'il ne va pas falloir seulement convaincre les Togolais, il va falloir convaincre toutes les populations africaines. Mais les Africains, pour le moment, les Africains ne se posent pas de questions. Pardon? Alain Foucault est toujours adulé en Afrique. Ah non, si, il y a des gens... C'est uniquement au Togo, dans tous les cas. Non, il y a des gens qui suivent. La conséquence de l'élan panafricain a fait que dorénavant, chaque peuple s'intéresse à ce qui se passe à côté. Quand vous êtes au Togo, les gens s'intéressent à ce qui se passe au Burkina, ils s'intéressent à ce qui se passe au Bénin, ils s'intéressent à ce qui se passe au Ghana. Ça n'existe plus, c'est fini ça. Juste mon pays, c'est fini. Mais quand je lis sur les réseaux sociaux, quand je lis sur la page Facebook de Mansa, beaucoup de personnes ont regretté que les Togolais n'ont pas compris Alain Foucault. Les commentaires sont plutôt positifs vis-à-vis d'Alain Foucault et l'encouragent vraiment à revenir au Togo parce que des gens voulaient venir à cette conférence-là. Pour le moment, sur le terrain, sur Internet, c'est les Togolais qui critiquent, beaucoup plus, pour dire 90% des Togolais qui critiquent Alain Foucault. Les autres confrères, les autres Africains ne voient pas encore en mal ce qu'il fait de mal. Et jusqu'alors, toi et moi, on est d'accord que Alain Foucault, c'est l'audace d'avoir dénoncé ouvertement et d'avoir risqué son poste à RFI. Comment, moi, ce qui me concerne, c'est le Togo. Comment les Togolais peuvent aujourd'hui, comment Alain Foucault peut aujourd'hui renouer sa relation d'avant avec les Togolais pour que Mansa puisse revenir faire sa conférence panafricaine chez nous? C'est une question difficile. Après, c'est mort, c'est fini, c'est mort. Non, je vais pas dire que c'est mort, parce que après tout va ce que les gens veulent fondamentalement, c'est des actions. Ils veulent voir des actions. Et par rapport à la crise actuelle, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être l'erreur qui a été faite au niveau de Mansa, les gens, ils attendent deux choses. Soit vous comprenez, vous soutenez, soit vous vous taisez. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous vous taisez. Parce que le souci, c'est que lorsque comment dirais-je, la justification, voilà, la gouaille et ainsi de suite, vous voulez à un moment surenchérir sur les propos, vous commettez des petites bourdes et ça énerve les gens. Parce que comme je l'ai dit, Togolais, c'est quelqu'un d'introverti. Donc, vous le voyez, vous conversez avec lui, mais il ne vous explique pas que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a subi peut-être le père, maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a subi le fils, que peut-être il a eu des problèmes pour un concours à la fonction publique, ou qu'il a été rabroué par telle ou telle personnalité, ainsi de suite. Il vous dit pas, mais il garde. Et donc, quand vous dites, ok, d'accord, vous avez fait une conférence, ils ont fait là, il n'y a pas de souci, en fait, vos conférences. Mais quand, par exemple, maintenant, vous venez sur le média, et ça, je pense, ça a été la plus belle des bourdes, vous allez sur le média, vous vous asseyez. Bon, dire, voici, excusez-moi, mes confrères, mes chers panafricains, voilà, je n'ai pas été partie prenante dans le changement de constitution, ainsi de suite, tout ça, c'est pas un problème, ça. Vous éclairez les gens ils comprennent. Ok, d'accord. Il a donné son avis, il n'était pas partie prenante de tant. Point. C'est fini. Mais quand vous vous asseyez avec ce qui se passe en termes de crise, à quelques semaines d'une répression violente, qui n'avait pas lieu d'être parce que c'était une marche pacifique, vous vous asseyez, alors que les gens sont fâchés parce que le président du Conseil n'est pas intervenu. Le président de la République, pas de nouvelles depuis l'élection. Et que vous dites, oui, la proximité, c'est compliqué pour les gens. C'est compliqué. Parce que il faut comprendre que en réalité, les gens, tout ce qu'ils ont, c'est l'expression. Tout ce que les gens ont, c'est l'expression. Et je pense que ce qui a été marquant par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'on a vu des personnes qui, en temps normal, ne parlent pas. Oui.
Il y a des personnes qui en temps normal ne parlent pas, Qui ont osé franchir la Rubicon. qui à un moment on dit, mais vous exagérez. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous exagérez. C'est ça c'est ça qui est un peu. Alors, si les gens qui étaient, on va dire, en ballottage, qui réclamaient le fait de ne pas avoir de parti pris, parce que c'est ça aussi. Il faut reconnaître qu'au Togo, il y a une large frange de personnes qui a un discours contestataire, mais qui n'a pas envie de le voir récupéré par les hommes politiques. Et donc, qui foncièrement se taisent et gardent sur eux. Alors, si ces personnes-là, à un moment, se mettent à parler et disent, mais vous exagérez, ainsi de suite, tout ça, mais vous n'allez pas prendre une caméra, même si vous avez une expérience montre de journaliste, vous asseoir et dire, ok, d'accord, oui, mais vous tu sais, la proximité, je la revendique, la proximité. Mais les gens, ils ont rien à foutre de votre proximité. C'est pas le problème, c'est pas, les gens, si vous taisez-vous. Taisez-vous. Parfait. Alors, je pense que Alain Foucault, s'il nous écoutait, il faut savoir qu'il a du pain sur la planche. Oui. Il a un défi communicationnel à régler avec les Togolais. Il a à connaître ce peuple de par son histoire, de par sa personnalité psychologique, savoir comment le peuple réfléchit, comment il se comporte, comprendre que son silence n'est pas qu'il est bête, mais qu'il suit, mais son silence, c'est déduit de sa personnalité d'une personne qui est plutôt introvertie. Et s'il nous écoutait, je pense qu'il peut prendre les bonnes décisions. Bon, moi, je trouve que tu me posais une question. Moi, je trouve que c'est étonnant. C'est-à-dire, ce pays, de façon récurrente, a une crise chaque 2 ans, 3 ans. Si c'est maximum, c'est 5 ans. C'est-à-dire, il y a toujours une crise. Peut-être qu'il a fait fi de cela. Et les gens, depuis, alors, il y avait les crises, de l'époque de monsieur Yadema, à partir de monsieur Ford, 2005. De façon récurrente, on a des crises. Si c'est pas les élections, c'est les marches. Si c'est pas les marches, c'est la vie chère. De façon alors, débarquer. Accordons-lui le bénéfice du doute. Peut-être qu'il ne savait pas. Donc, maintenant, il sait. Par cette émission, c'est compliqué. Si vous êtes dans la proximité depuis le père, ça fait quoi, 20 ans? Peut-être que son côté élitiste de rentrer dans les palais, de ne pas faire. Oui, mais là, que cela lui a privé de connaître un peu les réalités togolaises. Ah oui, mais ça va être. Alors, la particularité du Togo, c'est que, et d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qui énerve un peu les gens. C'est pour ça les gens disent généralement, mais quand vous sortez, vous ne voyez pas. C'est parce que la particularité du Togo, c'est qu'à la base, il n'y a pas de quartier élitiste et quartier du peuple. Les élites habitent dans le peuple. C'est-à-dire, au Togo, il n'y a pas de quartier des riches. Il n'y a pas de quartier des riches. À la base, c'est le Togo, et c'est maintenant qu'on est en train de faire les cités et ainsi de suite. Sinon, à la base, au Togo, il n'y a pas de quartier de riches. Le ministre est là, le menuisier est là, je sais pas, l'ingénieur est là. Mais tu sais puis il y a l'établissement, tous les enfants vont dans le même établissement. Au Togo, ici, je ne sais pas citer les noms, où tout est chic. Et si il vivait que dans ces départements du Togo, dans ces quartiers-là où tout est chic, je ne pense pas qu'il aurait l'occasion de vérifier si les gens mangent au bord de la route ou pas. Je me dis qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne sait pas. Ah, mais tout dépend de ses relations, des endroits qu'il visite, des amis qu'il a, peut-être qu'il ne sait pas. Cette émission, c'est pour l'aider à comprendre un peu les Togolais. Alors, c'est compliqué de dire je viens souvent au Togo. Si je viens souvent au Togo et que je reste dans le quartier chic, que je ne vais pas à Sigamé, que je ne vais pas dans les hôpitaux, je ne vais pas dans les écoles. Bon, alors, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça me rappelle une réflexion que je faisais sur les diplomates au Togo, ou un certain nombre de personnes au Togo. C'est que si, par exemple, vous êtes arrivé au Togo, et que votre vie n'a consisté qu'à rester à la caisse, dans un quartier UP résidentiel, à faire vos achats dedans, et que du Togolais, vous ne connaissez que le jardinier, la bonne, le cuisinier et le chauffeur, vous ne connaissez pas le Togolais. Même si vous faites 10-15 ans, quand vous repartez, il ne faut pas vous asseoir devant un plateau et dire « Oui, je connais le Togo ». Non. Alors, une question un peu tirée par les cheveux. Souvent, on dit qu'au Togo, quand vous venez au Togo, vous êtes un artiste. Que vous passez par le Togo pour savoir si vous serez célèbre ou pas. Vous passez par le Togo. Le Togo valide avant. Alors aujourd'hui, est-ce que le Togo a un peu secoué Alain Foucault pour le révéler au monde entier, pour savoir en réalité si c'est un panafricain de conviction ou bien c'est panafricain de palais, c'est panafricain qui, comme le disent les gens sur les réseaux sociaux, qui profite de la situation
qui circule dans les palais, qui a des amis huppés, riches uniquement. Et est-ce que le mot serait un peu plus fort? Est-ce que les Togolais ont aidé l'opinion à révéler Alain Foka, mythomane? Bon, je pense que c'est une question de paradigme. En Afrique centrale, on voit, on dit. On voit, oui, on te dit. Vous allez dans le Sahel, on voit, on dit. Au Togo, on te regarde, on dit pas. On te laisse t'enfoncer. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Le jour où tu touches le noyau, c'est là on te dit, on te montre que non, que tu as touché le noyau. C'est la réaction qui est pas bonne. Donc je suis persuadé que, vu peut-être la gentillesse, l'accueil, moi je me rappelle le 2 février quand il a fait la conférence, c'était plein. Hein. J'y étais. C'était plein, c'était plein à craquer, ainsi de suite, l'affluence, ainsi de suite. Je sais qu'il a jamais pensé que les gens pourraient peut-être réagir de cette manière. Mais c'est justement un des paradigmes de ce pays. C'est-à-dire que les gens vous laissent, notamment quand vous êtes étranger, entre Togolais, c'est un peu plus subtil, mais quand vous êtes étranger, les gens vous laissent le bénéfice du doute. Moi, il y a une anecdote que j'aime bien donner pour que les gens comprennent ce qu'est le Togo. Le Togo, c'est quand même le pays où la vendeuse met son plateau dehors, elle va se coucher. Il y a personne qui va voler son le vendeur, celui qui va acheter là, il sonne. Il voit le plateau, hein, il y a les affaires sur le plateau. Hein. Il sonne jusqu'à ce qu'elle se réveille et puis elle vient vendre. C'est ce pays-là dans lequel on est. C'est pour vous dire la mentalité des gens. Je sais pas si vrai. C'est pour vous dire la mentalité des gens. Les pays où vous allez voir quelqu'un qui a des problèmes mentaux, il est dans la rue. La vendeuse l'appelle, amène ton assiette et puis elle a rien à la vendeuse, elle n'est pas riche. Hein. Appelle ton assiette et puis elle met la main dessus et puis elle dit vas-y. C'est le pays dans lequel vous êtes. Vous avez un pays où les gens sont flexibles, ils sont calmes, ils parlent pas trop. C'est une honte dormante. Faut faire attention. Parce que justement, tout à l'heure tu parlais tu parlais de comment s'il devait être le calme, disons, le côté taciturne du chef de l'État. Mais il vient d'un pays, mais son côté taciturne, mais c'est ça, les gens, ils sont. Donc, si le même a priori qu'il a en se disant peut-être que quand il observe le pays, il peut pas lui dire certaines choses parce que, ok, en bas de son calme, là, il y a quelque chose. Mais c'est la même chose quand il va dans la rue. Ouais, tu vas monter sur le Zémidjan, il est démuni, peut-être il a pas 100 francs, 200 dans sa poche. Mais il va sourire, il va causer avec toi. Faut faire attention. C'est pas parce qu'il sourit avec toi qu'il est con. Le jour où tu penses que c'est là où tu vas pas connaître l'objet. Alors, je pense que le message est passé. Si, par hasard, Alain Foka circulait sur Internet et peut rencontrer notre émission, elle est consacrée à lui, à ce qu'il puisse renouer contact avec les Togolais. Et les Togolais sont toujours prêts à l'accueillir pour organiser sa conférence Mansa au Togo dans les mois, dans les jours qui vont suivre. Nous sommes les bras ouverts, nous sommes un peuple accueillant et nous sommes toujours là à lui ouvrir nos portes. Horus, merci d'avoir accepté. Ce fut un plaisir. On se retrouve à la prochaine fois pour le numéro. Merci. Bon, merci.